Bonsoir à tous, bienvenue sur D8, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je prends la suite de la lecture juste après Caroline qui a commencé à vous lire une œuvre de Louisa May Alcott, une écrivaine américaine qui a écrit une œuvre très connue qui s'appelle Les 4 filles du docteur March, plusieurs fois notamment adaptée au cinéma et à la télévision. Je reprends la lecture, donc on suit en fait, pour ceux parmi vous qui prennent l'émission en cours, il s'agit du quotidien de 4 sœurs dont le père Robert March a été ruiné. L'histoire se passe donc sur la côte est des États-Unis, dans une petite ville près de Boston. Et on va donc suivre les aventures de Margaret, de Joséphine, de Elizabeth, de Amy, qui sont 4 sœurs, toutes les 4 très différentes. La plus âgée, c'est Margaret, qui, elle, est décrite comme douce, docile, bienveillante et apparemment très jolie. Ensuite, on a Jo, qui est en fait l'intrépide de la bande, le garçon manqué, la rebelle du groupe. Et la troisième, c'est Elisabeth, qui, elle, est beaucoup plus timide, réservée, introvertie. Et enfin, la petite dernière, c'est Amy, qui, elle, est décrite comme une jeune femme beaucoup plus orgueilleuse, capricieuse, coquette, qui rêve d'un destin hors norme et d'une vie d'artiste et d'une existence assez luxueuse, mais qui va malheureusement se heurter à la réalité de son quotidien. Alors elles vivent encore donc chez leurs parents, Marie et Robert March, avec leur domestique qui s'appelle Anna. Et leur père qui en fait milite contre l'esclavagisme et qui s'est engagé aux côtés des troupes nordistes en pleine guerre de sécession en tant que médecin sur le front. Voilà, donc je vous propose bien de poursuivre l'œuvre. Avant cela, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Normalement, ça va s'afficher juste là, en bas de votre écran. Et pour l'heure, eh bien, place à la lecture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit avec moi sur D8. D'ailleurs, Miss Kate, l'Amérique, n'est ni l'Angleterre ni la France. Une femme qui doit à son travail et à son courage, son indépendance et sa liberté, est estimée ici à l'égal de celle qui n'a à apporter en dot à un mari que la fortune qu'elle doit à ses parents. Les gens intelligents la préfèrent souvent à toute autre chose. Un Américain rougirait de penser à la dot de sa fiancée s'il lui arrivait de s'en inquiéter et de s'en enquérir. Il ne trouverait plus une fille honorable qui consentit à porter son nom. Miss Kate resta quelques minutes sans répondre, mais comme elle ne manquait ni de jugement ni de bonté, « Monsieur Brooke, lui dit-elle, Dieu veuille qu'en vieillissant l'Amérique ne perde pas ses sages principes. Le sort des femmes, assurées d'être choisies pour ce qu'elles valent et pour elles-mêmes, y serait digne d'envie. » Chapitre 10. La société des abeilles. Par une après-midi brûlante de septembre, Laurie était paresseusement étendue dans un hamac, s'y balançait en se demandant ce que faisaient ses voisines. Mais sa paresse était trop grande ce jour-là pour lui permettre d'y aller voir. Il était dans un de ces mauvais jours qui ne sont ni agréables ni profitables. La grande chaleur le rendait indolent. Il n'avait pas étudié, il avait mis à l'épreuve la patience de M. Brooke, ennuyé son grand-père en jouant du piano la moitié de l'après-midi, rendu les bonnes à moitié folles de terreur en disant qu'un de ses chiens allait devenir enragé, et après avoir rabroué son cocher pour quelque négligence imaginaire de son cheval, s'était jeté dans son hamac pour réfléchir sur la stupidité du monde et non sur sa sottise propre. Mais la paix et la beauté du jour le remirent malgré lui en belle humeur. Il faisait 1000 rêves, tout éveillé, en regardant les branches vertes du grand marronnier qui était au-dessus de sa tête et s'imaginait qu'il était sur mer, faisant un voyage autour du monde, lorsqu'un bruit de voix le fit revenir sur la terre ferme en un clin d'œil. En regardant à travers les mailles du hamac, il aperçut ses amies qui sortaient de chez elles, comme si elles allaient faire une expédition secrète. « Mais de quoi peut-il bien s'agir ?» se demanda Laurie, en ouvrant ses yeux à moitié fermés par ses rêves
circumnavigation. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans l'air de ses voisines. Chacune d'elles avait un grand chapeau, une grosse gibecière, en toile brune sur l'épaule et un long bâton à la main. Meg tenait un coussin, Jo tenait un livre, Bess un panier et Amy un album. Elles marchèrent tranquillement à travers le jardin, sortirent par la porte de derrière et commencèrent à monter la colline qui était entre la maison et la rivière. Eh bien, c'est aimable d'avoir un pique-nique et de ne pas m'inviter, se dit Laurie. Elles ne peuvent pas aller en bateau puisqu'elles n'ont pas la clé. Elles n'y pensent pas. Je vais la leur porter et voir ce qu'elles ont l'intention de faire. Il fut bientôt en bas de son hamac, rentra à la maison pour chercher la clé qu'il finit par trouver dans sa poche, si bien que les jeunes filles étaient déjà hors de vue qu'il sauta par-dessus la haie pour courir après elles. Croyant être très habile, elle prit le plus court chemin pour aller à travers champs, à la maison du bateau, et elle les y attendit. Mais personne ne vint. Très intrigué, il monta alors au haut de la colline pour tâcher de les découvrir. Un bouquet de grands pins très rapprochés lui masquait une partie de la vue. Mais du milieu de ce nid de verdure, un son plus clair que les doux soupirs des pins et que le chant des grillons arriva jusqu'à lui. Guidé par cette espèce de mélopée dont il ne s'expliquait pas par la nature, Laurie finit par faire une découverte. « Voilà un joli tableau », se dit-il en regardant à travers les pins. C'était réellement un joli petit tableau. Les 4 sœurs étaient assises ensemble dans un petit coin bien ombragé, avec du soleil et de l'ombre tout autour d'elles. Le vent aromatisé ébouriffait leurs cheveux et rafraîchissait leurs joues, et tous les hôtes du bois faisaient leurs affaires autour d'elles, comme si elles n'étaient pas pour eux des étrangères, mais bien de vieilles amies. Meg, assise sur son coussin avec sa robe rose au milieu de la verdure, paraissait aussi jolie et aussi fraîche qu'un rosier. Bess choisissait des pommes de pin parmi celles qui jonchaient la terre, car elle savait en faire de gentils petits ouvrages. Amy dessinait un groupe de fougères et la très active Jo faisait de sa voix bien timbrée une lecture à ses sœurs, tout en tricotant. Une ombre passa sur la figure du jeune garçon en pensant qu'il n'avait qu'à s'en aller, puisqu'il n'avait pas été invité. Cependant, il resta chez lui où il aurait pu se réfugier, qui lui paraissait être très solitaire, et cette petite société tranquille au milieu des bois lui semblait plus attrayante que son isolement. Il demeura si immobile qu'un écureuil occupé à faire ses récoltes s'avança jusque tout près de lui. Mais l'ayant soudain aperçu, il s'était enfui en poussant un cri aigu, comme le son d'un sifflet. Ce sifflement du petit animal fit lever toutes les têtes. Bess, la première, découvrit Laurie et lui fit signe de venir en lui adressant un sourire rassurant. « Puis-je venir ou serais-je un fardeau ?» demanda-t-il en s'avançant lentement. Meg fronça les sourcils. Jo elle-même le regarda avec une sorte de méfiance. Cependant, elle lui dit immédiatement « Vous pouvez naturellement venir. Nous vous l'aurions déjà demandé si nous avions pensé qu'un jeu de petite fille ne vous déplairait pas. J'aime toujours vos jeux, mais si Meg n'a pas envie que je reste, eh bien, je vais m'en aller. Je n'ai aucune objection à votre venue si vous faites quelque chose. C'est contre la règle d'être paresseux ici, répondit Meg gravement, mais gracieusement. Bien obligé. Je ferai tout ce que vous voudrez si vous me permettez de rester un peu. D'où je viens, il fait aussi mauvais qu'au Sahara. Dois-je coudre, lire, dessiner, trier des cônes ou faire tout à la fois ? Donnez vos ordres, je suis prêt. Laurie se coucha à leurs pieds d'un air de soumission tout à fait désarmant. Finissez mon histoire pendant que je passe le talon de mon bas, dit Jo en lui tendant son livre. Oui, madame, fut l'humble réponse de Laurie. Et il fit de son mieux pour prouver sa reconnaissance de la faveur
qu'on lui avait faite en l'admettant dans la société des abeilles, car c'est ainsi qu'on l'a nommée, cette petite société. L'histoire n'était pas longue, et lorsqu'elle fut finie, il s'aventura à faire quelques questions comme réponse à sa docilité. « S'il vous plaît, mesdames, pourrais-je demander à cette institution hautement instructive et charmante, nouvelle ? Eh bien, voulez-vous le lui dire ?» demanda Meg à ses sœurs. « Il s'en moqua, » dit Amy. « Mais qu'est-ce que cela peut faire ?» s'écria Jo. « Je suis sûre que cela lui plaira, » ajouta Bess. « Naturellement, cela me plaira, et je vous donne ma parole d'honneur que je ne m'en moquerai pas. »« Allons, dites, Jo, et n'ayez pas peur. » « Cette idée que je puisse avoir peur de vous, » riposta Jo, « eh bien vous saurez que nous avons décidé de ne pas perdre nos vacances. Chacune de nous a une tâche et a travaillé de toutes ses forces. Les vacances sont presque finies, les tâches seront toutes faites à temps et nous sommes très contentes de ne pas avoir été paresseuses. »« Vous avez bien raison d'être satisfaite, » dit Laurie, en songeant avec regret à ses journées inactives. « Maman aime que nous soyons à l'air autant que possible et nous apportons notre ouvrage ici et nous nous amusons bien. Par plaisanterie, nous mettons de grands chapeaux et nous prenons de grands bâtons comme des voyageurs. Nous appelons cet endroit-ci la montagne du vrai repos, parce qu'ici nous pouvons regarder bien loin et nous voyons le pays où nous espérons aller vivre un jour. Voyez donc. » Laurie regarda ce que Jo lui montrait. À travers une éclaircie de bois, on apercevait, par-dessus la blonde rivière, bien loin au-delà de la grande ville entourée de prairies, les montagnes aux cimes bleues qui semblaient toucher au ciel. Le soleil se couchait, les eaux resplendissaient de la splendeur d'un soleil d'été, des nuages dorés et rouges pourpres se reposaient sur le sommet des montagnes, et bien haut, dans la lumière rougeâtre, s'élevaient des pics blancs qui brillaient comme les clochers aériens de quelques cités célestes. « Oui, c'est vraiment très beau, » dit doucement Laurie, car il sentait très vivement les beautés de la nature. « C'était là, sous ma main, et sans vous, je n'aurais jamais vu. C'est souvent comme vous le voyez aujourd'hui, mais souvent aussi très différent et toujours splendide, » dit Amy. Elle aurait bien voulu être de force à peindre ce beau paysage. Jo parle du pays où nous espérons vivre un jour. C'est de la vraie campagne qu'elle entend parler, de la campagne avec des poulets, des canards, des troupeaux, du foin. Certainement, ce serait agréable, mais je voudrais que le beau pays, celui qui est au-dessus de toutes les campagnes réelles, soit pour nous très facile à atteindre, dit rêveusement la pieuse petite Bess. Eh bien, nous irons dans ce monde supérieur lorsque nous aurons été assez bonnes pour le mériter, répondit Meg de sa douce voix. C'est si difficile d'être bonne, dit Jo. Pas pour vous, Bess. Vous n'avez rien à redouter. Quant à moi, j'aurai à travailler rudement et à combattre, à grimper, à attendre. Et peut-être n'y arriverai-je jamais, après tout. Vous m'aurez pour compagnon dans vos efforts si cela peut vous être de quelque consolation, dit Laurie. J'ai du chemin à faire, plus qu'aucune de vous, pour arriver à la perfection. Ne serait-ce pas agréable si tous les châteaux en Espagne que nous faisons pouvaient devenir des réalités, dit Jo après une petite pause. J'en ai fait une telle quantité qu'il me serait difficile d'en choisir un, dit Laurie, en se couchant sur l'herbe et en jetant des cônes à l'écureuil qui, après l'avoir trahi, était revenu tranquillement rejoindre cette tranquille société. « Quel est votre château en Espagne favori ?» demanda Meg. « Si je dis le mien, me direz-vous les vôtres ? Oui, si tout le monde dit le sien. »« Eh bien, à vous, » dit Laurie. Alors après avoir couru en tous sens à travers le monde comme je le désire, et découvert quelques beaux pays jusqu'à moi inconnus, eh bien, je m'établirai en Suisse, au pied d'une montagne sur les bords d'un beau lac, et je ferai autant de musique que je voudrais. Là, je vivrai pour qui m'aimerait. Voilà mon château en Espagne favori. Eh bien, quel est le vôtre, Meg ? Marguerite semblait trouver un peu difficile de dire le sien. Elle remua une grande feuille d'arbre devant sa figure en guise d'éventail, comme pour chasser des cousins imaginaires, pendant qu'elle disait lentement « J'aimerais avoir
une charmante maison, pleine de toutes sortes de choses de bon goût. Une société honorable, instruite, agréable, avec assez d'aisance pour rendre tout le monde heureux autour de moi. Eh bien, c'était le tour de Joe. J'aurais, dit-elle, des étables pleines de magnifiques animaux, 2 chevaux vigoureux et des chambres remplies de livres, et j'écrirais avec un encrier magique, de manière à ce que mes œuvres devinssent fameuses, c'est-à-dire de celles qui font du bien au monde à perpétuité. Je ne serais pas fâchée non plus de faire quelque chose d'héroïque dont notre père et maman seraient fiers et qui ne fut pas oublié après ma mort. Je ne sais pas encore quoi, mais je cherche et j'espère vous étonner toutes. Cela me conviendrait. Voilà mon rêve favori. Le mien est de rester à la maison avec papa et maman et d'aider à prendre soin de la famille, dit Bess d'un air satisfait. Ne désirez-vous rien d'autre ? Demanda Laurie. Depuis que j'ai mon piano, eh bien, je suis parfaitement heureuse. Je désire seulement que nous restions tous ensemble et bien portants. J'ai des quantités innombrables de souhaits, mais celui que je préfère est d'aller à Rome, de faire de belles peintures et d'être la plus grande artiste de l'Amérique. Ce fut le modeste désir d'Amy. Aimer, excepté Bess, nous sommes tous passablement ambitieux, dit Laurie qui mordillait d'un brin d'herbe, d'un air très méditatif. Je voudrais savoir si jamais l'un de nous obtiendra ce qu'il désire. Nous avons tous la clé de nos futurs châteaux en Espagne, dit Joe. Reste à savoir si nous saurons ouvrir la porte ou non. Si nous vivons encore tous dans 10 ans d'ici, il faudra nous réunir pour voir combien d'entre nous auront vu leurs souhaits accomplis. Mon Dieu, que je serai vieille, 27 ans, s'écria Meg, qui venant d'avoir ses 16 ans, comptait comme si elle avait 17 ans et se croyait déjà très âgée. Vous aurez 25 ans, Laurie, et moi 24, Bess 23, Amy 21, mais quelle vénérable société, dit Joe. J'espère que dans ce temps-là, j'aurai fait quelque chose, moi aussi, dit Laurie. Mais je suis si paresseux que j'ai peur de n'arriver à rien. Joe. Mère nous dit qu'il vous manque un but et que lorsque vous l'aurez trouvé, elle est sûre que vous travaillerez parfaitement. Est-ce vrai ? Je travaillerai donc à le trouver, s'écria Laurie, en se levant avec une énergie subite. Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas du tout la vocation des affaires, de ce grand-papa qu'on appelle l'industrie. Je voudrais qu'il puisse suffire à grand-père et que j'aille à l'université. Je donnerai aussi à sa volonté 4 années de ma vie. Il devrait me laisser après faire mon choix. Mais non, il faut que je fasse ce qu'il veut et sa volonté est inflexible. Si je n'avais pas peur de le chagriner et de le laisser seul, savez-vous que dès demain je m'embarquerai. Laurie parlait avec excitation et on aurait pu le croire prêt à exécuter sa menace, car il grandissait très vite avec un désir impatient d'expérimenter le monde par lui-même. « Vous n'avez pas tort, s'écria Joe. Embarquez-vous dans un des vaisseaux de votre grand-père et ne revenez que quand vous aurez prouvé que vous êtes par vous-même capable de vous tirer d'affaire. » L'imagination de Joe était toujours enflammée par la pensée de tout exploit audacieux. « Ce n'est pas bien, dit Joe. Vous ne devez pas parler de cette manière. Et Laurie ne doit pas suivre vos conseils. Vous ferez seulement ce que dira votre grand-père, mon cher garçon, dit Meg de son ton le plus maternel. Travaillez le mieux possible au collège. Et quand il verra que vous essayez de lui plaire, eh bien, je suis sûre que vous vous entendrez très bien pour le surplus avec lui. Il n'y a que vous pour rester avec lui et l'aimer. Vous ne pardonneriez jamais de l'avoir quitté s'il lui arrivait de mourir loin de vous. Ne soyez pas impatient. Faites votre devoir et vous serez récompensé comme l'est le bon monsieur Brooke, en étant respecté et aimé de tous. « Que savez-vous de monsieur Brooke ?» demanda Laurie, reconnaissant, au fond, des bons avis de Meg, mais plus désireux encore de détourner la conversation de lui-même après son éruption extraordinaire.
Eh bien, je ne sais de Monsieur Brooke que ce que votre grand-père en a dit à maman. En fait, il a pris soin de sa mère avec un dévouement infini jusqu'à sa mort, et pour ne pas la quitter, a refusé d'aller à l'étranger chez des personnes qui lui offraient des chances très sérieuses de grande fortune. Monsieur Brooke est modeste, répondit Laurie. Il ne pouvait pas s'expliquer pourquoi votre mère était si bonne pour lui. Il s'étonnait même qu'elle lui demandât souvent de venir chez vous avec lui, et quand elle le traita toujours d'une manière particulièrement amicale. C'est à grand-père, je le vois bien, qu'il le devait. Grand-père n'est indiscret que pour le bien des autres. Aussi, il faut voir comme Monsieur Brooke vénère grand-père et comme il aime votre mère. Il en parle pendant des jours et des jours. Du reste, il parle de chacun de vous avec une amitié presque aussi grande que votre chère maman. Eh bien oui, Brooke, vous êtes un être rare et excellent. Si jamais je possède mon château en Espagne, vous verrez ce que je ferai pour Brooke. Car si jamais je deviens quelque chose, c'est à lui que je le devrai. Commencez par faire quelque chose dès maintenant, dit Meg en lui épargnant vos caprices. Qui vous a dit, s'écria Laurie, qu'il eût jamais à s'en plaindre? Ce n'est pas sa langue, bien sûr, dit Meg. Monsieur Brooke n'est pas de ceux qui se plaignent jamais, mais sa figure parle malgré lui pour lui. Si vous avez été sage, il a l'air satisfait et marche vite. Si vous l'avez tourmenté, eh bien, il a l'air triste et affligé. Eh bien, j'aime beaucoup cela. Aussi, vous tenez compte de mes bonnes et de mes mauvaises notes sur la seule inspection de la figure de Monsieur Brooke. Et je le vois saluer et sourire lorsqu'il passe devant votre fenêtre. Mais je ne savais pas que vous aviez en lui un télégraphe. Ne vous fâchez pas, Laurie. Je vous en prie, ne lui racontez jamais que je viens de me permettre de vous parler de lui. J'ai voulu vous montrer que je m'inquiète de ce que vous faites. Ce qui est dit entre nous est dit en confidence. Vous savez, s'écria Meg, tout alarmée à la pensée de ce qui pourrait parvenir de son discours imprudent jusqu'à ce que M. Brooke, dit Laurie, lui racontait son entretien. Ne craignez rien, Miss, fit Laurie avec son plus grand air. Mais je ne suis pas fâchée de savoir que M. Brooke était votre baromètre en ce qui me concerne. Je veillerai à ce qu'il n'ait pas à me montrer. Je veillerai à ce qu'il n'ait pas à me montrer à vous qu'au beau fixe. Je vous en prie, ne soyez pas offensé, mon cher Laurie. Je n'ai pas eu la prétention de vous faire un sermon, mais j'ai été emportée par la peur de l'influence que pouvaient avoir sur vous les avis que Joe, étourdiment, vous avait donnés. Vous seriez le premier à regretter de les avoir suivis. Vous êtes si bon pour nous que nous vous considérons comme notre frère et vous disons tout ce que nous pensons. Alors, pardonnez-moi. Mon intention a été bonne et vous n'en seriez douté, n'est-ce pas, Laurie? Meg lui offrit sa main avec un geste timide, mais affectueux. Laurie, honteux de s'être montré un peu susceptible, serra la bonne petite main et dit franchement « C'est moi seule qui dois vous demander pardon. Je ne suis pas content de moi aujourd'hui et tout est allé de travers. J'aime que vous me disiez mes défauts et que vous soyez comme mes sœurs. Ainsi, ne faites pas attention à mes mouvements d'humeur. Je vous remercie, Meg, vous m'avez dit de très bonnes choses et je tâcherai d'en profiter. » « Bravo, Meg, et bravo, Laurie, s'écria Joe. Dans tout cela, moi seule ai eu tort. Je vous propose que l'on se retrouve prochainement pour la suite des aventures du Docteur March. Il est l'heure pour moi de vous quitter, de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle fin de soirée ou de nuit si vous essayez de trouver le sommeil, ou une très belle matinée si peut-être vous devez vous lever pour aller travailler. Avant cela, n'oubliez pas qu'on peut se retrouver tout de suite, dès à présent, sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de taper #VBN. Ça doit normalement s'afficher juste là, en bas de l'écran. Eh bien, non. Mais vous pouvez également aller sur la chaîne, le site de la chaîne www.d8.tv. Je vais y arriver pour nous revoir en replay dans la rubrique divertissement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur D8.